Le foncier, dans tous les cas, reste une source de vie et de survie de nos communautés. On peut aujourd'hui parler de nouvel ordre foncier mondial, dans le sens où les terres sont insérées dans une compétition qui implique à la fois des acteurs nationaux et internationaux. Le foncier peut être certes considéré comme un bien, mais un bien multidimensionnel, un bien très particulier. De cette importance du foncier, il ressort qu'il y a lieu de sauvegarder les terres que nous avons, si ce n'est de les sécuriser. Quand vous prenez la législation, vous allez retrouver beaucoup de termes, et c'est important de revenir là-dessus. J'ai pointé ici foncier, gestion, gouvernance, bonne gouvernance, gouvernance responsable. C'est des termes qui se suivent, mais aussi des termes qui font sens dans le débat que nous avons aujourd'hui. Je parle de la gouvernance, de bonne gouvernance et de gouvernance foncière responsable. Appliquer ces termes de gouvernance, bonne gouvernance et gouvernance responsable, appliqués dans le domaine du foncier, montre la chronologie, n'est-ce pas, qui aujourd'hui invite à prendre en charge la question foncière dans le sens d'une amélioration continue. On est certainement à l'ère de la gouvernance foncière responsable, dans le sens où ce sont les directives volontaires, n'est-ce pas, qui ont été adoptées en 2011, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, poussent vers ces termes de gouvernance foncière responsable. Qu'est-ce que la gouvernance foncière responsable? C'est effectivement la gouvernance foncière qui se prend en charge dans une approche holistique, qui met en confrontation les normes, mais également les acteurs, les pratiques et les moyens, qu'ils soient humains, techniques, matériels et autres. Mais si vous prenez la gouvernance responsable, c'est cette gouvernance qui reconnaît les droits légitimes des communautés. On parlera ici de principe du consentement libre, donné en connaissance de cause. On parlera de licence sociale avant la licence administrative. La licence sociale, c'est tout simplement les préoccupations qui doivent être prises en charge pour que l'investisseur puisse accéder à sa terre et que cet investisseur-là puisse être accueilli. Et si on regarde de près le foncier dans notre sous-région, on a un essoufflement du régime foncier coutumier et les régulations coutumières fonctionnent à peu près tant que les densités des populations sont faibles et que l'insertion dans le marché est réduite. Dès que les enjeux s'accroissent, l'oralité ne suffit plus. Parce que les enjeux sont là et qu'il faut aller vers d'autres formes, n'est-ce pas, de sécurisation foncière. Mais quand on regarde de très près aussi la situation que nous avons sur le terrain, cette situation dénote tout simplement d'une crise. Dans les faits, on a des législations foncières qui sont ignorées ou tout simplement combattues par les populations, mais également on a des législations foncières qui sont ignorées par les populations et de l'autre côté, des normes coutumières qui sont ancrées dans la conscience collective des populations, mais qui sont combattues par l'administration. Si je prends la question de la sécurité, insécurité, sécurisation, sécurité juridique, la sécurité foncière, c'est un objectif. Tandis que la sécurisation foncière, c'est un processus pour arriver. Et si on continue, on voit de très près aussi que la sécurité foncière est liée à la sécurité juridique. Et la sécurisation foncière, la sécurité, pose des questions. À chaque fois qu'on intervient sur la question foncière, il y a des questions fondamentales à se poser. Qui sécuriser? Quoi sécuriser? Comment sécuriser? Et pourquoi sécuriser? À partir du moment où on reconnaît les droits, on voit ici qu'on a le terme reconnaissance, formalisation, enregistrement systématique. On est là maintenant au cœur de l'enregistrement systématique. Mais cette formalisation des droits, cette reconnaissance, cette formalisation des droits passe par deux approches. La première, c'est l'enregistrement à la demande. C'est un processus dans lequel le titulaire d'un droit demande à ce qu'on lui reconnaisse son droit sur la terre. Et il demande un titre. On est là dans l'enregistrement à la demande. Mais cet enregistrement à la demande a des ramifications quand on regarde de près ce qui se passe dans notre sous-région. Et pour le cas de l'enregistrement systématique, nous sommes ici dans une nouvelle approche qui met l'État au centre du processus. Ce n'est plus l'initiative des populations ou bien l'initiative de celui qui a un droit, mais l'initiative de l'État. L'État met les moyens, l'État met en place des procédures qui sont simplifiées en coût et en délai, et une approche aussi de clarification des droits sur un espace délimité. Cet enregistrement systématique pose la question de la capacité de l'État
à prendre en charge cette illusion de la cartographie neutre des droits. Donc il y a la question de l'enregistrement systématique qui est importante, mais il y a là aussi la problématique de la durabilité du dispositif qui va être mis en place. Et je termine pour dire que, puisque le sujet aussi parle de cadastre, qu'un CIF, un système d'information foncier simplifié, mis à jour, renseigné de manière durable, voire pérenne, c'est certainement un pas vers un cadastre universel. Au début, on parlait de cadastre. Maintenant, on parle de cadastre universel. Certainement, l'expérience du Sénégal à travers le Procasef peut nous édifier sur qu'est-ce qui change entre le cadastre et le cadastre universel. Je vous remercie.